Bonjour à tous et bienvenue dans le temps de l'info. Et si les combats cessaient en Ukraine dans les prochaines semaines? C'est la question qu'on se pose ce matin après les déclarations d'hier soir aux États-Unis. Ce qui est sûr, c'est que peut-être pour la première fois depuis 3 ans, l'hypothèse est envisagée par toutes les parties américains, européens, ukrainiens et même les Russes, vous allez le voir, même si vous allez aussi le voir, les conditions et les moyens pour y arriver, pour parvenir à un cessez-le-feu diffèrent selon chaque camp. Vous allez entendre les déclarations des uns et des autres. Parfois, c'est vrai, chacun dans son couloir. Pour tout comprendre avec nous ce matin, le général François Chauvency. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là, consultant géopolitique LCI. Bonjour Marlène Schiappa. Bonjour. Merci d'être avec nous, ancienne ministre, membre de Renaissance. Bonjour Rafik Smati, merci d'être là. Vous êtes chef d'entreprise, président du Centre de réflexion Objectif France, et Bertrand Perrier. Bonjour. Avec nous. Bonjour, merci d'être là, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Alors avant de vous entendre, des mots qui interpellent. D'abord ceux d'Emmanuel Macron, le chef de l'État, qui s'est exprimé cette nuit sur la chaîne Fox News, une chaîne conservatrice proche de Donald Trump et qui a fait part, vous allez le voir, d'un certain optimisme. D'abord, avoir une trêve. Je pense que cela pourrait être fait dans les semaines à venir. Nous devons donc négocier avec les États-Unis, avec leurs alliés et avec l'Ukraine, quel type de garantie de sécurité a du sens. Il pourrait s'agir d'abord d'augmenter les capacités de l'Ukraine à maintenir une armée forte. Voilà, volontariste, le chef de l'État français qui estime qu'un cessez-le-feu est envisageable dans les prochaines semaines. On parle de semaines et non pas de mois. Général, on va débuter avec vous ce matin. Est-ce qu'il est optimiste, le chef de l'État, ou est-ce qu'il est naïf? On se souvient de ses propos après sa rencontre avec un certain Vladimir Poutine, quelques jours seulement avant le déclenchement de cette invasion globale de l'Ukraine. Certains de ses conseillers étaient rentrés en France en disant « On a réussi à convaincre le patron du Kremlin, il n'y aura pas d'invasion ». Je pense qu'il n'est ni optimiste ni naïf. Il émet une possibilité, ce qui est tout à fait différent à mon sens, pour une raison très simple, c'est que pour l'instant on ne voit pas, je dirais, une démobilisation de l'offensive russe sur l'ensemble du théâtre ukrainien, que les armées russes progressent kilomètre par kilomètre tous les jours, et que c'est plutôt les Ukrainiens qui sont contraints finalement de négocier pour éviter de s'effondrer. Si je devais faire simple, à la date d'aujourd'hui, Poutine est en position de force. C'est une réalité. Même si on peut dire qu'en 2025, 2026, son économie tombera, qu'il n'y aura plus d'effectifs, la démographie sera pas bonne. C'est pas le sujet. Aujourd'hui, il a... ça fait 3 ans qu'on nous explique que l'économie russe sera mise à genoux. On se souvient des mots de Bruno Le Maire. Bon, pas le cas, hein, visiblement. Même si, effectivement, elle repose cette économie essentiellement sur l'effort militaire, mais elle continue de fonctionner malgré tout, malgré l'inflation, malgré les taux d'intérêt élevés. Oui, et pour l'instant, il n'y a pas de contrainte réelle pour contraindre justement Poutine à négocier. Pour l'instant, quels sont les leviers que nous avons? Les Européens n'en ont pas. Peut-être ce que l'on veut, on n'en a pas. Et encore moins, je dirais, la France. De l'autre côté, on a Trump qui manifestement affiche son soutien à la Russie, ce qui est quand même un petit peu inquiétant. Ce qui veut dire qu'il a choisi son camp. Son camp, c'est la Russie doit gagner. Position exactement contraire à la position défendue par le président Macron. Maintenant, ça c'est les paroles, c'est la diplomatie, et je dirais que c'est la construction d'un rapport de force qui permettrait une négociation où chacun doit trouver les bons leviers pour influencer l'autre. Hier soir, le président Macron était là pour influencer. La question est de savoir, est-ce qu'il a vraiment obtenu une action quelconque sur Donald Trump? Moi, ce que j'ai entendu, non. Non, on n'a pas pris de grandes décisions hier. Ce n'était pas le cas. En revanche, il y a un dialogue. Bon, maintenant, un dialogue, comme dans toute diplomatie, doit aboutir à des résultats. Et je ne crois pas que d'ici quelques semaines, sauf surprise, on ne sait jamais, il puisse avoir un résultat concret. Concret veut dire un arrêt des combats. Aujourd'hui, quand on prend les cartes tous les jours, quand on prend les comptes rendus des combats, il n'y a pas de calme dans le combat. Ça continue. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de contrainte sur Poutine pour arrêter son agression. Tout est toujours possible, on est bien d'accord là-dessus. Emmanuel Macron qui dit un cessez-le-feu, c'est possible, c'est envisageable dans les semaines qui viennent. Donald Trump dit la même chose. Hier, Volodymyr Zelensky disait une paix durable en Ukraine en 2025, on peut l'espérer. Vladimir Poutine semble un peu évoluer sur certaines de ses positions ce matin, même si, bon, évidemment, il faut être prudent sur ce que dit le maître du Kremlin. De l'intérieur, vous connaissez Emmanuel Macron. Cette visite à Washington, vous en faites quel bilan ?
Moi, d'abord, j'observe que le président Macron a une résilience qui est assez colossale. Souvenons-nous qu'il y a quelques semaines, il n'était pas invité à l'investiture de Donald Trump et on s'en était un peu ému à ce moment-là en disant que c'était quand même assez peu aimable vis-à-vis des alliés français que nous sommes. Là, on voit que le président Macron est avec Donald Trump, qui s'exprime sur Fox News, donc la chaîne très conservatrice proche de Donald Trump, qu'il a beaucoup soutenu, qui est ami du président des États-Unis. Donc on voit que le président Macron est revenu dans le jeu et je dirais même au-delà de ça, je dirais que c'est le seul, à ce stade, acteur européen qui ait un rôle dans cette question de la trêve, de la paix, quel que soit le nom qu'on veut lui donner. On a déploré que l'Union européenne et que les acteurs européens, de façon globale, étaient assez absents de ces discussions. Là, en tout cas, il y a une présence de la France, et je dirais France is back. Vous vous souvenez que Emmanuel Macron avait dit ça à l'ONU il y a peut-être 6 ou 7 ans, quand il était revenu sur la scène diplomatique internationale. Ben là, je dirais que Macron is back dans le jeu de la discussion qui vise à arriver à aboutir à la paix. Mais pour vous, cette visite, elle est réussie. Est-ce qu'on peut considérer ce matin qu'elle a été utile ou qu'elle sera utile pour arriver... Alors, on ne va pas parler de paix tout de suite. Personne n'est naïf sur ce plateau. On sait que les choses ne vont pas se faire en quelques jours. Mais au moins, à ce que les combats cessent. Complètement, parce que moi j'observe les déclarations de Volodymyr Zelensky et récemment j'ai vu qu'il parlait du montant engagé par les États-Unis, puisque vous savez, on en parlera peut-être, que Donald Trump a réclamé certaines sommes à l'Ukraine, et Volodymyr Zelensky commençait à rentrer dans le détail en disant non, ça n'est pas cette somme, moi j'arrive à un autre calcul, si je regarde l'aide militaire, humaine, etc., qui a été apportée par les États-Unis. Quand on en est à parler du montant en termes de négociation, c'est qu'on est d'accord à la base sur les grands principes et sur le principe d'une trêve. Manifestement, vous l'avez très justement rappelé, l'ensemble des parties prenantes semble, à ce stade, la vérité d'un jour n'est pas toujours la vérité du lendemain. Non, ça on s'en rend compte tous les jours. Voilà, mais semble à ce stade être partie prenante pour cette trêve. L'optimisme de Marlène Schiappa, est-ce que vous le partagez? Ou est-ce qu'il y a aussi, dans ce qu'on a vu, ce qu'on a entendu ces dernières heures à Washington, une volonté de paix partagée? Mais finalement, c'est la seule chose qui est partagée entre les Américains, les Européens, les Ukrainiens et les Russes, parce que pour tout le reste, visiblement, personne ne change de braquet. Les Russes disent oui à la paix, mais à nos conditions. Les Ukrainiens disent oui à la paix, mais on veut retrouver notre territoire. Les Américains disent oui à la paix, mais si on obtient tant de compensation en terres rares, etc., etc. Oui, je crois que c'est quand même le président Trump qui donne le tempo. Emmanuel Macron est là, mais un peu spectateur, puisque c'est le président Trump qui explique que Zelensky va venir dans les prochaines semaines signer un accord, mais on ne sait pas... Dans les jours qui viennent. Dans les jours qui viennent. Ouais, peut-être mais on d'ici la fin de la semaine prochaine. Donc ce tempo, il est dicté par Donald Trump sur les 3 points essentiels qui sont l'accord sur le minerai, le cessez-le-feu et la présence de troupes au sol. C'est là encore Trump qui dicte sa volonté. Et quand on passe aux actes, on l'a quand même vu avec le vote de la résolution à l'Assemblée générale des Nations Unies, eh bien, les États-Unis ne votent pas la résolution. Parler de tout ça, parce que ça aussi, c'est une indication vous disiez, de la position il y a américaine. les paroles, mais les seuls actes, en réalité, ce sont des actes extrêmement hostiles, puisque la résolution européenne, qui n'était quand même pas très exigeante, c'était simplement une résolution qui déplorait les conséquences de la guerre et qui appelait à une issue rapide. Eh bien, même cela, les États-Unis ne le votent pas et votent avec, entre guillemets, les États voyous, c'est-à-dire avec la Russie et la Corée, contre l'Union européenne. Donc quand on passe aux actes, eh bien la fracture est toujours là. Rafik Smati, votre analyse de ce qui s'est passé ces dernières heures à Washington, est-ce qu'il faut se réjouir finalement qu'Emmanuel Macron ait pu parler à Donald Trump, qu'il ait tenté d'infléchir ses positions, ou est-ce que c'est un coup d'épée dans l'eau? Non, il n'y a pas de coup d'épée dans l'eau quand tout le monde aspire à la paix. En l'occurrence, tout le monde aujourd'hui s'inscrit dans un futur plan de paix, et donc c'est forcément positif. Moi, j'ai vu hier un véritable leadership français et européen qui a été affirmé à Washington, qui est incarné par le président de la République. L'Europe était littéralement sortie du jeu depuis plusieurs mois. L'Europe, elle va être à Washington dans les heures et dans les jours qui viennent avec le Premier ministre sa représentante de la diplomatie, et puis à partir de jeudi, Keir Starmer, voilà, qui sera aussi présent pour rencontrer notamment Donald Trump. Exactement. Mais la parole qui a été portée hier par le président de la République, c'était une parole non pas française, c'était une parole européenne. Et elle était importante qu'elle soit portée. Mais vous voyez, moi j'ai une vision un petit peu plus nuancée de la situation des rapports entre Emmanuel Macron et
Donald Trump. Je ne suis évidemment pas dans la confidence des dieux, mais j'ai une lecture un petit peu différente. J'ai le sentiment que les deux hommes ne sont pas aussi opposés que certains observateurs prétendent le dire dans leur récit. J'ai le sentiment un petit peu que nous sommes dans... Vous connaissez le bon flic et le mauvais flic, quand vous êtes face à quelqu'un que vous avez envie de convaincre et de faire un move. Eh bien moi j'ai le sentiment qu'il y a un jeu, alors tacite ou pas tacite, qui est en train de se mettre en place entre Emmanuel Macron et Donald Trump, avec Donald Trump qui joue le rôle du gentil flic vis-à-vis de Vladimir Poutine, qui ouvre les possibilités, qui se montre extrêmement conciliant, et vous avez Emmanuel Macron qui, à juste titre, et c'est une position européenne qui est absolument nécessaire, qui émet des limites et qui dit que non, on ne cédera pas tout à n'importe quel prix. Et c'est peut-être cette dichotomie entre le bon flic et le mauvais flic. Vous n'avez pas l'impression que l'écart qui existe entre les propositions du bon et du mauvais flic, pour reprendre votre image, sont incompatibles avec la possibilité de trouver une solution à un cessez-le-feu ou une solution de paix? Non, mais c'est peut-être ça, au contraire, qui va nous permettre d'arriver à un véritable compromis. Il faut faire bouger la main de Vladimir Poutine. Et Vladimir Poutine, s'il sent dans Donald Trump un allié potentiel, mais si Donald Trump lui dit oui mais attention, les Européens n'accepteront pas ça, donc là tu atteins peut-être une ligne rouge, c'est peut-être comme ça, vous savez, la diplomatie c'est pas binaire, c'est pas du 0 ou du 1, les choses sont forcément et on ne voit pas tout ce qui se passe dans le back-office et en coulisses. Donc moi je crois que ce qui est en train de se passer, la partie qui est en train de se jouer, tant du côté des Américains que du côté des Français, que du côté des Anglais, et même d'ailleurs du côté des Allemands, parce que le nouveau chancelier allemand se rapproche des positions françaises à bien des égards, tout ça est extrêmement intéressant et prometteur, je l'espère, à très court terme. Peut-être une voie vers la paix. Alors, quels pourraient être les contours de cet accord de paix? Réponse à Washington avec Bastien Auger et Alexandra Poupon. Emmanuel Macron s'est montré très optimiste après ses échanges avec Donald Trump en assurant qu'il avait obtenu des avancées substantielles et que les Américains s'engageaient à donner des sortes de garanties de sécurité à l'Ukraine, même si en réalité ces propos venaient surtout d'Emmanuel Macron. Donald Trump, lui, a été beaucoup plus évasif et même côté français, on reconnaît que pour l'instant ce sont des grands accords de principe mais qu'il n'y a pas de dispositif concret. Alors un motif aussi de réjouissance selon Emmanuel Macron, c'est que Donald Trump a dit que Vladimir Poutine était d'accord sur le principe que des troupes européennes aillent en Ukraine si jamais il y a un cessez-le-feu pour veiller au respect de ce cessez-le-feu. Mais là aussi évidemment on attend de savoir ce que dit réellement Vladimir Poutine. Bref, pour l'instant, Emmanuel Macron a fait passer ses messages au président américain. On attend de savoir maintenant ce qu'ont donné la suite des discussions. Donald Trump a dit qu'il allait bientôt s'entretenir avec Volodymyr Zelensky. Et jeudi, c'est le Premier ministre britannique, Keir Starmer, qui est attendu ici à la Maison-Blanche. Voilà, donc un optimisme prudent de la représentation française. Il faut dire que le diable se niche souvent dans les détails. Écoutez. Je suis personnellement convaincu qu'il est dans l'intérêt de tous, des États-Unis, de l'Europe, de l'Ukraine et également de la Russie, de mettre une fin à tous ces morts et à toutes ces tueries. Il faut rétablir la paix. Je pense que par rapport aux échecs de politique étrangère de l'administration qui m'a précédé, je crois qu'on peut dire que nous avons fait des progrès très importants. Voilà, alors le petit coup de griffe à Joe Biden, on va dire que c'est de bonne guerre évidemment. Ce qui est plus intéressant, c'est que finalement, après cette première conférence de presse improvisée, après leur tête-à-tête et suite à cette conférence de presse un peu plus officielle des deux présidents, Donald Trump, il reste finalement essentiellement sur les positions de Moscou en termes de ce qui pourrait être discuté ou pas avec les Ukrainiens. C'est pour ça que je vous posais la question tout à l'heure de savoir si cette rencontre avait changé quoi que ce soit. Alors, on le verra, mais enfin, la question était plutôt un peu différente, me semble-t-il. La question est, est-ce que l'Union européenne sera à la table des négociations? Et ça n'a pas vraiment été abordé. On a bien vu le président français, d'accord, qui est censé peut-être représenter l'Union européenne. Mais c'est comme le président français, ses collègues étaient à Kiev. Donc c'est un peu... il était peut-être le représentant. En tout état de cause, il revient avec quoi?
il revient avec une appréciation de situation, sans doute beaucoup d'échanges, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, en off, en quelque sorte, donc peut-être que des engagements ont été pris, mais moi, tout ce que j'ai entendu hier soir, il n'y a rien du côté Trump. D'abord, il a beaucoup répété et des chiffres faux et les mêmes discours qu'il a, donc déjà, ça m'inquiète un peu en termes de résultats. Donc maintenant, on va voir le retour. Maintenant, il faut que l'Union européenne soit à la table des négociations. Et je poserai même une autre question, parce qu'on ne l'évoque jamais, on parle beaucoup des Britanniques, mais ils ne sont plus dans l'Union européenne. Donc c'est en plus un élargissement de la négociation à un État qui n'est pas membre de l'Union européenne. Donc voilà, on est dans cette situation-là. C'est pour ça que la question que vous avez posée tout à l'heure sur la naïveté ou l'optimisme du président Macron, il n'est pas naïf, il n'est pas optimiste. Il fait comme il a fait avec Vladimir Poutine, essayer de trouver une solution. Ça, c'est une réalité. Maintenant, la solution, c'est pas nous qui avons les cordons de la bourse, c'est pas nous qui avons les cordons de la solution. La solution, aujourd'hui, elle est entre les mains de Trump. Par contre, il y a quelques points positifs et qui ont été évoqués. Mais enfin, déjà, Vladimir Poutine le disait le 18 février dernier, il n'est pas contre le fait que des forces européennes, militaires, soient en Ukraine. Ça fait partie des garanties de sécurité potentielles. Oui, on va parler de tout ça, voilà. Les terres rares et la présence de militaires en Ukraine dans un instant, parce que ça, c'est important et ça il faut que ce soit expliqué assez clairement. Le Conseil de sécurité de l'ONU, on l'a évoqué tout à l'heure avec vous, adopte avec le soutien de la Russie une résolution américaine qui demande une paix rapide en Ukraine, mais parce qu'il y a un mais, sans référence à l'intégrité du territoire ukrainien. Vous savez que les Ukrainiens, eux, demandent le retour à leur frontière de 1991, c'est-à-dire aussi récupérer au-delà des 5 régions du Donbass qui sont entièrement ou partiellement occupées, la Crimée. Évidemment, les alliés de Kiev ont objecté. Écoutez, Nicolas de la Rivière, c'est le représentant de la France à l'ONU. La France n'a pas voté en faveur du projet de résolution présenté par les États-Unis. En effet, si elle est pleinement engagée pour la paix en Ukraine, elle appelle à une paix globale, juste et durable, et certainement pas à la capitulation de l'agressé. Voilà, c'est Nicolas de Rivière, pas de la Rivière. Petite précision, et pardon pour l'erreur. Marlène Schiappa, vous l'interprétez comment, ce vote américain, déjà un vote américain et russe ensemble au Conseil de sécurité, c'est assez rare, pour ne pas dire inédit. Je regarderai les choses autrement. Nicolas de Rivière, effectivement, qui est un grand ambassadeur extrêmement expérimenté, qui est ambassadeur de France à l'ONU, vient d'être nommé ambassadeur de France en Russie. Et donc, dans les semaines qui viennent, il va prendre son poste à Moscou, qui est un poste extrêmement difficile, comme on peut l'imaginer. C'est quelqu'un qui a un grand talent de diplomate éprouvé à travers les années. Et c'est une marque de confiance extrêmement forte de la part du président de la République de lui demander d'aller en Russie. Et on imagine qu'il arrive dans un terrain particulièrement difficile au moment de cette... On l'espère tous, qu'on soit optimiste ou pas, négociation de la trêve ou de la paix. Et donc, Nicolas de Rivière, il est en train de préparer aussi son arrivée, puisqu'il est officiellement, il a été nommé au journal officiel ambassadeur de France à Moscou. Ce sont ses derniers jours auprès de l'ONU. Oui, ça va être une belle mission pour lui. Ce vote, c'est-à-dire qu'en fait, quand on parle aujourd'hui aux Russes, on parle aux Américains et vice-versa, dans la résolution de cette crise, évidemment. Oui, effectivement, ils sont tout à fait alignés. Et entre Trump et Macron, on a un peu l'impression d'une amitié unilatérale. Il y en a un qui a très envie d'être ami avec l'autre et l'autre qui accepte la présence. C'est quand même effectivement important qu'Emmanuel Macron soit présent. Ça montre en effet la présence de la France et l'importance de la France. Mais en termes de concessions, on va revenir sur la question de l'accord sur le minerai. Emmanuel Macron s'est réjoui des avancées dans la négociation sur cet accord, mais en réalité, il ne fait que les constater, ces avancées. Pareil, sur la question des troupes au sol, on a l'impression qu'il est spectateur, il est content d'être là, c'est important symboliquement qu'il soit là. Il y a les fameuses successions de poignées de main entre Donald Trump et Emmanuel Macron qui donnent le tempo de la relation entre les deux pays, entre les deux personnes. Je pense qu'ils sont assez proches personnellement, mais politiquement, ce que Emmanuel Macron gagne reste assez résiduel. C'est une présence importante, symboliquement, mais en termes de résultats concrets, sauf avoir des off, on n'a pas grand-chose. C'est l'heure de la boîte à archives et vous allez écouter quelque chose qui va peut-être vous faire sourire. C'était il y a quelques mois seulement. Écoutez le président Trump. Je me suis engagé à rapidement mettre fin à la guerre en Ukraine. Quand je dis mettre fin, je veux obtenir un accord très vite.
Je connais les deux protagonistes et on peut trouver un accord très très vite. Mais on ne le peut qu'à travers la présidence. On contrôle l'argent qui entre et qui sort. On peut obtenir ça. J'aurai un accord dans les 24 heures. Voilà, et puis après il y a la réalité, c'est-à-dire que mettre fin à la guerre en 24 heures entre la Russie et l'Ukraine, c'est évidemment absolument impossible, mais ça n'a pas visiblement effrayé le candidat devenu 47e président des États-Unis. Il continue, ça a été 100 jours, puis plusieurs mois, 6 mois. Ça, c'est sa marque de fabrique. Trump. On l'a vu hier d'ailleurs avec le président de la République enchaîner un certain nombre d'approximations, avec d'ailleurs le président qui l'a repris publiquement, ce qui était une image d'ailleurs assez forte, avec un Donald Trump qui était d'ailleurs assez gêné de la réaction du président français. Mais vous voyez, moi je suis peut-être un petit peu plus optimiste que vous autour de la table sur le rôle futur de l'Europe. Alors pas de l'Europe en tant que quantité géopolitique, parce que l'Europe est un nain géopolitique. En revanche, nous avons en Europe au moins deux grandes puissances que sont la France et le Royaume-Uni. Vous observez que je parle de l'Europe plus que de l'Union européenne, d'ailleurs, parce que le Royaume-Uni, c'est une puissance nucléaire, première armée d'Europe, donc ça compte. Et moi, je prends le pari avec vous que nous serons à la table des négociations. Et je vais vous dire pourquoi. Pour une raison bassement cynique, l'Europe est riche. L'Europe, c'est 500 millions de consommateurs. Personne, pas même Donald Trump ou Elon Musk, ne va faire l'impasse sur un marché d'une classe moyenne de 500 millions de personnes. Donc l'Europe sera à la table des négociations. Mais l'Europe peut être à travers un certain nombre de chefs d'État et de gouvernements emblématiques. Et moi, je souhaite que le président de la République française soit l'un de ces porte-drapeaux de la puissance géopolitique européenne en tant que nation-puissance au sein d'un ensemble commercial qui est capable de faire infléchir des gens comme Poutine ou des gens comme Trump. Mais comment on arrive à convaincre quelqu'un comme Trump qui encore hier ou cette nuit évoquait ce chiffre un peu farfelu de 350 milliards de dollars d'aide à l'Ukraine? On sait que le chiffre réel évolue entre 160 et 170 milliards, dont une bonne partie est allée à l'industrie de l'armement américaine. Donc on est très loin des chiffres avancés. Comment on négocie avec un homme comme ça? Je pense que si on veut convaincre Trump, il faut lui parler de ses intérêts à lui. Il s'en est jamais caché. Et d'ailleurs, tout ce qu'il a dit lors de sa campagne et au moment de son élection, il entend le mettre en place. Et son mot d'ordre, il est assez simple et cohérent, c'est America First. Donc à partir du moment où ça sert les intérêts des États-Unis et qu'il peut l'expliquer comme ça, en disant « Regardez, j'ai obtenu des choses pour les États-Unis », ce qu'il tente de faire avec ces fameux 500 milliards à la louche, ou à partir du moment où il peut expliquer que ça sert, lui, son récit d'homme de paix, puisque ce sont les habits qu'il tente d'endosser. On a beaucoup dit ici qu'il tentait, à l'avis de certains, de concourir pour le prix Nobel de la paix, ou en tout cas de se positionner comme quelqu'un qui est un faiseur de paix. On l'a vu sur la question israélo-palestinienne, on le voit sur la question de l'Ukraine et de la Russie. Donc dès lors qu'on fait comprendre à Trump qu'on sert ses intérêts ou qu'on sert son récit, qu'on lui donne quelque chose dont il peut se servir, on arrive à échanger et à négocier avec lui.